Ce n'était pas un moment d'égarement passager. Ce n'était ni une brèche dans l'étiquette, ni un faux pas dans le protocole du palais. C'était une frappe délibérée, un acte de défi calculé conçu pour exposer les fractures profondes qui lézardaient l'ossature même de la dynastie Windsor. Au lever du soleil, l'illusion de l'unité royale soigneusement façonnée, polie et affichée pendant des décennies serait irrémédiablement brisée. Mais quelle force pouvait pousser un futur roi à une telle démonstration publique de pouvoir? Quel ancien serment William honorait-il? Et pourquoi la princesse Anne, la gardienne la plus disciplinée de la monarchie, se tenait-elle à ses côtés alors qu'il traçait une ligne décisive dans la pierre de Windsor? La réponse réside dans une lettre confidentielle, écrite à la main par la reine Élisabeth II, dans des confrontations murmurées derrière les portes verrouillées du palais et dans une guerre interne silencieuse pour l'âme future de la couronne britannique. Avant de plonger pleinement dans ce récit extraordinaire de loyauté, de trahison et de règlement de compte royal, assurez-vous d'être abonné, car ce que vous allez découvrir bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur la monarchie moderne. La nuit où l'équilibre du pouvoir a basculé commença calmement, mais l'air à l'intérieur du château de Windsor semblait étrangement dense. Les assistants du palais se déplaçaient vivement le long des couloirs, leurs expressions d'ordinaire neutres laissant entrevoir de faibles fissures de tension qu'ils tentaient en vain de dissimuler. La liste des invités pour le banquet avait été un champ de bataille en soi, débattu, contesté et disséqué pendant des semaines. Mais finalement, le roi Charles avait insisté pour inclure la fille de Camilla Laura Lopez comme un geste d'unité. C'était censé être symbolique, une démonstration publique que la famille royale nouvellement recomposée avait atteint l'harmonie, progressiste, inclusif, moderne, et aux yeux de William, périlleux. Dès l'instant où Laura entra dans le grand hall, glissant dans son élégante robe, offrant des salutations chaleureuses aux dignitaires et aux dirigeants d'organisations caritatives, quelque chose chez William se tendit visiblement. Les observateurs proches de la table d'honneur se souviendraient plus tard du plissement subtil de ses yeux, du léger serrement de sa mâchoire. C'était le regard d'un homme qui ne réagissait pas simplement sur le moment, mais d'un homme qui avait déjà pris sa décision bien avant que le premier toast ne soit levé. Le banquet se déroula avec l'élégance rodée que l'on attend de la monarchie. Les orchestres jouaient de doux crescendo la lueur des bougies, tremblotaient sur les longues tables, les verres de champagne tintaient délicatement dans un rythme orchestré. Pourtant, sous tout cela sous l'or, la musique, les sourires répétés, quelque chose de fondamental était en train de changer. Laura, inconsciente de la tempête qui se formait autour d'elle, évoluait gracieusement à travers les conversations et les photographies tout à fait à l'aise dans un cadre qui semblait autrefois inaccessible. Mais cette aisance, son confort, son apparente appartenance étaient exactement ce que William ne pouvait ignorer. Pour lui, chaque photo où elle apparaissait, chaque échange qu'elle partageait sous les lustres de Windsor signalait un effacement subtil mais dangereux des frontières. Cela suggérait que la famille de Camilla était doucement introduite dans des espaces historiquement réservés à ceux de lignée royale. Et dans cette érosion douce de l'ordre ancien, William voyait l'effilochage de tout ce que sa grand-mère avait protégé pendant 70 ans. À mesure que la nuit avançait, les conversations devenaient brèves et tendues. Les courtisans détournaient le regard. Même les invités internationaux peu familiers, avec les nuances de la psychologie du palais, sentaient qu'un profond malaise pulsait sous la surface dorée. Puis sans fanfare, le moment qui allait résonner à travers l'histoire royale arriva. William se pencha vers son assistant de longue date et murmura quelques mots calmes et mesurés. Son ton ne portait aucune colère, seulement de l'autorité, seulement de la certitude. Quelques instants plus tard, l'assistant s'approcha de Laura avec une discrétion impeccable. L'échange fut bref, calme, presque trop doux pour être reconnu comme le tremblement de terre qu'il était vraiment. Pourtant, le message atterrit avec une clarté brutale, sa présence n'était plus appropriée. Le grand hall plongea dans un silence suffocant. Laura s'arrêta, son expression vacillant sous la confusion. Sûrement était-ce un malentendu, une erreur logistique, mais la posture de l'assistant ne laissait aucune place à l'interprétation. Ce n'était pas une demande, c'était une directive royale. Alors qu'elle était discrètement escortée vers un couloir latéral, le château de Windsor lui-même semblait retenir son souffle. Aucune voix ne s'éleva, aucune dispute n'éclata.
Et pourtant le silence était plus fort que n'importe quel cri, un rappel glaçant de la façon dont le pouvoir absolu peut se comporter lorsqu'il choisit de chuchoter plutôt que de rugir. Depuis sa position près de la table royale, la princesse Anne observa la scène se dérouler avec un calme inébranlable. Et au moment exact où Laura disparut dans le couloir, Anne fit un petit signe de tête, presque invisible. Un geste si léger qu'il aurait pu passer inaperçu, pourtant sa signification était sismique. La princesse Anne, la plus féroce protectrice des traditions de la monarchie, venait de sanctionner publiquement la décision de William. Ce n'était pas une gaffe, pas une impulsion sous le coup de l'émotion. Cela avait été orchestré. De l'autre côté de la salle, le visage de Camilla se vida de ses couleurs. Elle était au milieu d'une phrase avec un dignitaire étranger lorsque la nouvelle lui parvint. Sa fille, sa propre chair et son sang avaient été escortés dehors. Pas pour mauvaise conduite, pas pour scandale, mais parce que William avait jugé sa présence incompatible avec la couronne. Pour Camilla, c'était une humiliation déguisée en protocole. Des années à bâtir des ponts, à négocier, l'acceptation, à intégrer prudemment sa famille, dans la vie royale, tout cela anéanti en un instant dévastateur. Le reste de la soirée se déroula comme une performance douloureuse de retenue britannique. Les sourires se figèrent, les voix continuèrent. Mais rien, ni la musique, ni la salle scintillante, ni le décorum soigneusement maintenu ne pouvait défaire ce qui venait d'être mis en mouvement. L'œuvre caritative fut dûment célébrée. Mais tout le monde dans cette salle savait qu'il venait d'être témoin de quelque chose d'historique, une fracture publique dans le front supposément uni de la famille Windsor. Au moment où les derniers invités quittèrent le château de Windsor cette nuit-là, l'équipe de communication du palais était déjà en mode crise. Mais contenir cette histoire s'avérerait impossible, car au matin les murmures étaient devenus des gros titres, et la spéculation était devenue scandale, les racines de la rébellion. Pour comprendre pourquoi le prince William a pris une position aussi dramatique, vous devez comprendre les années de tension latente qui l'ont précédé. Bien avant l'incident de Windsor, William était de plus en plus mal à l'aise avec ce qu'il appelait en privé l'effacement des frontières. Derrière les sourires polis lors des réunions de famille, il nourrissait de profondes inquiétudes quant à l'intégration progressive des enfants de Camilla dans la vie royale. Ce n'était pas une animosité personnelle envers Laura ou Tom Parker Bowles. William avait toujours été civil, voire cordial envers la famille de sa belle-mère. Mais la civilité et l'acceptation ne sont pas synonymes d'égalité, et cette distinction comptait profondément pour lui. William avait grandi en regardant sa mère, la princesse Diana, naviguer dans la politique brutale de la vie de palais. Une femme qui possédait un véritable sang royal, pourtant traitée comme sacrifiable. L'ironie ne lui échappait pas que des décennies plus tard, des individus sans aucune lignée royale se voyaient accorder accès et influence. Sa mère avait été rejetée. Mais les préoccupations de William allaient plus loin que l'histoire personnelle. Il croyait avec une conviction quasi religieuse que la légitimité de la monarchie reposait sur une fondation inébranlable. La lignée, pas l'affection, pas le mariage, pas les notions modernes d'inclusivité, le sang. Cette croyance était renforcée par la seule personne dont l'opinion comptait plus pour lui que celle de quiconque, la princesse Anne. Anne avait observé l'ascension constante de Camilla avec une alarme croissante. Chaque photographie de Laura lors d'un événement royal, chaque mention de Tom dans les cercles du palais, chaque normalisation subtile de leur présence. Anne voyait tout cela comme un précédent dangereux en train d'être établi. Et, contrairement à son frère Charles, qui privilégiait l'harmonie sur la hiérarchie, Anne refusait de rester silencieuse. Lors de conversations privées avec William, Anne avait été directe. Votre grand-mère a passé 70 ans à protéger ce qui rend cette institution sacrée, lui aurait-elle dit. Si nous permettons que les lignées deviennent négociables, nous trahissons tout ce qu'elle a construit. Ces mots résonnèrent en William comme rien d'autre ne le pouvait, parce que Anne ne parlait pas par ambition ou jalousie. Elle n'avait aucun désir de plus de pouvoir ou de reconnaissance. Elle parlait par une dévotion pure et incorrompue envers le principe. Et dans une institution de plus en plus motivée par les relations publiques et les sensibilités modernes, ce genre de clarté de principe était rare. Ensemble, ils commencèrent à se voir non pas comme des rebelles,
mais comme des gardiens. Les initiés du palais les surnommeraient de plus tard les réformateurs silencieux, deux membres de la famille royale, unis par leur détermination à préserver la tradition à une époque désespérée de l'abandonner. Mais leurs préoccupations n'étaient pas purement philosophiques. Il y avait aussi des considérations pratiques. Chaque événement royal a un sens. Chaque photographie envoie un message. Chaque apparition publique renforce certains récits tout en diminuant d'autres. Lorsque Laura Lopes apparaissait lors de fonctions royales de haut profil, cela envoyait un signal indubitable au public britannique. Elle était positionnée comme faisant partie de la famille royale proprement dite et non simplement liée à celle-ci par mariage. William voyait cela comme stratégique. Il croyait que Camilla était engagée dans ce qu'il appelait la construction d'un héritage normalisant soigneusement et méthodiquement la proximité de ses enfants afin que les générations futures les considèrent comme des membres légitimes de la famille royale. Et il n'avait pas entièrement tort. Camilla, après avoir enduré des décennies d'hostilité publique et de diffamation médiatique, voulait désespérément l'acceptation non seulement pour elle-même, mais pour ses enfants. Elle voulait qu'ils soient vus non pas comme des intrus ou des complications, mais comme des membres valorisés d'une famille royale élargie et modernisée. Chaque invitation, chaque photographie, chaque moment public gracieux faisait partie de cette stratégie plus large. Mais ce que Camilla voyait comme guérison et inclusion William et Anne le voyaient comme érosion et danger. La tension montait depuis des années se manifestant de manière subtile des listes d'invités, devenant des sujets de disputes feutrés des plans de table, suscitant des débats, des opportunités de photos soigneusement contrôlées. Chaque instance était assez petite pour être écartée comme une minutie protocolaire, mais collectivement, elle révélait un désaccord fondamental sur la direction future de la monarchie. Puis vint la réunion de St. James, le moment où le désaccord philosophique se cristallisa en résistance active. Le pacte secret. C'était 3 jours avant le banquet de Windsor, lorsque le prince William et la princesse Anne se réunirent en privé dans les chambres sécurisées du palais St. James. La réunion ne figurait sur aucun agenda officiel. Aucun assistant n'était présent, aucun procès-verbal ne fut tenu. Mais ce qui se passa dans cette pièce allait modifier le cours de l'histoire royale. Selon des sources qui ont reconstitué les événements par la suite, William et Anne conclurent un pacte. Plus jamais les titres royaux, les événements ou l'influence institutionnelle ne seraient étendus aux membres de la famille non liés par le sang sans leur approbation conjointe. Ils n'organisaient pas un coup d'État. Ils établissaient ce qu'ils croyaient être des garde-fous nécessaires, des principes qui protégeraient la monarchie de ce qu'ils considéraient comme une dégradation rampante de sa qualité la plus essentielle, sa lignée sacrée. Anne, toujours stratège, exposa la situation avec une clarté brutale. Votre père prend des décisions basées sur le confort personnel et non sur l'intégrité institutionnelle, aurait-elle dit à William. Si nous n'agissons pas maintenant, la monarchie que votre grand-mère a construite sera méconnaissable d'ici une génération. William n'avait pas besoin d'être convaincu. Il était arrivé à la réunion déjà déterminé à agir. Ce dont il avait besoin de la part d'Anne n'était pas une permission. C'était un partenariat. Et dans cette chambre privée, sous les portraits des ancêtres Windsor, remontant à des siècles, ils forgèrent une alliance basée sur une conviction partagée. Ils l'appelèrent l'accord de St. James, bien que ce nom n'apparaîtrait jamais dans aucun document officiel. C'était une entente morale, un engagement l'un envers l'autre, et envers les principes qu'ils croyaient que la reine Élisabeth II avait incarnés. L'accord comportait plusieurs dispositions clés. Premièrement, aucun individu sans lien de sang direct avec la famille Windsor ne recevrait d'invitation aux fonctions royales officielles sans consultation conjointe entre William et Anne. Deuxièmement, toute expansion des titres royaux ou reconnaissance formelle nécessiterait leur approbation quelles que soient les préférences du roi. Troisièmement, ils superviseraient conjointement la préservation de ce qu'ils appelaient l'intégrité de la lignée, s'assurant que la perception publique reste claire quant à savoir qui possédait un véritable statut royal par rapport à qui était lié par mariage. C'était audacieux. Dans tout autre contexte, cela aurait pu être considéré comme une trahison de membres de la famille royale, établissant une autorité qui remplaçait le jugement du roi lui-même. Mais William et Anne ne le voyaient pas ainsi.
Ils croyaient agir pour la défense d'une institution plus grande que tout individu, y compris Charles lui-même. Ce qu'ils établissaient n'était rien de moins qu'une structure de gouvernance de l'ombre, un pouvoir de veto non officiel sur la politique royale, qui resterait invisible pour le public, mais qui remodèlerait fondamentalement la dynamique du palais. Et ils étaient sur le point de le tester, le message final de la reine. Mais la conviction de William et Anne n'était pas basée uniquement sur leur propre jugement. Ils avaient quelque chose de plus puissant, la bénédiction perçue de la reine Élisabeth II elle-même. Lors de l'examen commémoratif des archives personnelles de la reine Élisabeth, un audit privé mené après sa mort, une lettre scellée fut découverte. Enveloppée dans son papier à en-tête signature, elle ne portait que 2 mots sur l'enveloppe pour la continuité. Initialement, les archivistes royaux supposèrent que c'était cérémoniel, peut-être des dernières pensées destinées à réconforter ses héritiers. Mais lorsque la princesse Anne lut son contenu, elle réalisa que c'était quelque chose de bien plus significatif, un avertissement. La formulation exacte de la lettre reste gardée secrète, mais selon ceux qui ont connaissance de son contenu, la reine Élisabeth écrivit explicitement sur les dangers de laisser le confort s'insinuer dans le devoir et sur la façon dont les titres et les lignées sont des dépôts sacrés et non des commodités d'affection. Plus puissamment encore, elle avertit que la légitimité ne s'hérite pas par association, mais par droit de naissance et endurance. Pour Anne, ces mots étaient prophétiques. La reine avait prévu précisément le dilemme auquel la monarchie était maintenant confrontée, l'érosion progressive des frontières claires entre ceux nés pour régner et ceux arrivés par mariage. Anne garda la lettre secrète pendant plus d'1 an. Elle croyait que son message était destiné à servir de guide et non de munition pour un conflit familial. Mais après avoir été témoin de la normalisation des enfants de Camilla lors d'événements royaux, après avoir observé la frustration croissante de William, Anne prit une décision. Elle partagea la lettre avec William. L'impact fut profond. William, qui luttait contre la culpabilité de ses sentiments négatifs envers la situation, se sentit soudainement justifié. Sa grand-mère, la femme, dont l'opinion comptait plus que tout autre, avait essentiellement confirmé ses inquiétudes. « Vous avez fait ce qu'elle aurait voulu », lui aurait dit Anne, après qu'il eut lu la lettre. « Maintenant, vous devez aller jusqu'au bout. » La lettre devint leur pierre angulaire morale. Ce n'était plus seulement leur opinion, c'était la volonté de la reine Élisabeth, et cette distinction importait énormément au sein de la hiérarchie du palais. Lorsque le roi Charles apprit finalement l'existence de la lettre des sources, disent qu'il fut ébranlé. Il l'interpréta non pas comme un conseil, mais comme une réprimande à un message d'outre-tombe, remettant en question l'approche inclusive qu'il avait travaillé des années à bâtir. Pour Charles, qui avait passé toute sa vie à chercher l'approbation de sa mère, la lettre ressemblait à une déception finale. Même dans la mort, elle semblait prendre parti contre l'unité familiale qu'il voulait désespérément atteindre. Mais pour William et Anne, c'était une validation. Ils n'étaient pas des rebelles. Ils étaient de fidèles serviteurs de la vision de la reine. Chaque décision qu'ils prirent, à partir de ce moment-là, était dans leur esprit la continuation de son œuvre. La lettre transforma leur alliance d'une conviction personnelle en un devoir sacré, et ce sens du devoir porterait William à travers ce qui allait suivre la confrontation avec son père. La confrontation de Clarence House. C'était le soir précédant le banquet de Windsor, lorsque William arriva à l'improviste à Clarence House. Sa visite prit le palais complètement au dépourvu. Le roi Charles était au milieu des derniers préparatifs, et le protocole dictait que de telles réunions devaient être programmées à l'avance. Mais William n'était pas là pour le protocole. Il était là pour tracer une ligne. La confrontation commença calmement. William, composé mais résolu, exposa clairement sa position. Laura Lopez ne devait pas assister au banquet de charité de Windsor. Sa présence à un événement de si haut profil était inappropriée et envoyait le mauvais message sur la hiérarchie royale. Charles, fatigué par des années de tensions familiales et désireux de projeter l'unité, refusa. « Elle fait partie de la famille », insista-t-il. « Il s'agit de montrer que nous avons dépassé les vieilles divisions. » « Non », répondit William, sa voix stable. « Il s'agit de maintenir la clarté. La monarchie n'est pas définie par qui nous aimons ou qui nous épousons. Elle est définie par le sang, et cette distinction doit rester absolue.
L'argument s'intensifia. Charles, défendant à la fois sa femme et sa vision d'une monarchie moderne, devint de plus en plus frustré. Il accusa William de s'accrocher à des idées dépassées, de nuire aux relations familiales au nom du symbolisme. Mais William tint bon. Il parlait non pas comme un fils, mais comme le futur roi, son ton portant une autorité que même son père ne pouvait pas totalement écarter. C'est alors que la princesse Anne entra dans la pièce. Son arrivée changea tout. Anne avait un don pour couper à travers le bruit émotionnel, pour atteindre le cœur d'un problème. Et quand elle parla, ce fut avec la même clarté qui avait défini toute sa carrière royale. Le problème, Charles, c'est que vous prenez des décisions basées sur le bonheur personnel plutôt que sur l'intégrité institutionnelle. Mère comprenait la différence, William la comprend. Et j'ai bien peur que vous ne la compreniez pas. C'était un jugement dévastateur, aggravé par sa livraison calme. Charles tenta de défendre sa position, mais il était désormais en infériorité numérique. Pas par la force, mais par la conviction. William et Anne représentaient quelque chose qu'il ne pouvait contrer, un lien ininterrompu avec les principes de sa mère. Camilla entra au milieu de l'échange, tentant une médiation. Mais elle se retrouva rapidement face au même mur intransigeant. Lorsqu'elle plaida pour la compréhension, arguant que la présence de sa fille était inoffensive, William répondit avec une simplicité glaçante. « Il ne s'agit pas de nuire, il s'agit de hiérarchie, et ce n'est pas négociable. » La confrontation atteignit son apogée émotionnel lorsque Camilla, submergée par la réalisation qu'elle menait une bataille déjà perdue, fondit en larmes et quitta la pièce. Le silence qui suivit fut suffocant. Pour la première fois depuis son avènement, le roi Charles faisait face à une défiance ouverte de la part de son héritier et de sa sœur, un alignement si puissant qu'il menaçait le fondement même de son autorité. Finalement, cherchant un chemin vers la paix, Charles offrit un compromis. Laura pourrait assister, mais elle resterait à l'arrière-plan, sans être mise en avant. William et Anne acceptèrent, mais seulement en apparence. En privé, William interpréta cela comme une permission tacite d'appliquer ses propres normes si elles dépassaient les bornes. Le décor était planté. L'approbation hésitante du roi, le soutien inébranlable d'Anne et la résolution silencieuse de William créèrent la tempête parfaite qui éclaterait à Windsor les représailles. Dans les jours suivant l'expulsion de Windsor, le bureau de communication du palais fit face à une crise sans précédent. Mais les attaques ne venaient pas de critiques externes. Elles venaient de l'intérieur même de la maison royale. Des fuites soigneusement programmées commencèrent à inonder les tabloïds et les médias. Des initiés anonymes du palais dépeignaient William comme cruel et assoiffé de pouvoir. La princesse Anne était qualifiée de sans cœur et vindicative. Le récit en cours de construction était clair. William avait humilié une femme innocente pour satisfaire ses vues dépassées de la hiérarchie royale. Le langage utilisé dans plusieurs publications était remarquablement similaire. Des phrases comme « reine consorte émotive »,« traitement injuste » et « atmosphère tendue » apparaissaient à plusieurs reprises, suggérant un message coordonné plutôt qu'un reportage organique. L'équipe de William traça rapidement les sources. Plusieurs assistants royaux ayant des liens connus avec l'attaché de presse de Camilla avaient été en contact avec des journalistes quelques jours seulement avant le début des fuites. Ce n'était pas une indignation spontanée, c'était une riposte stratégique. Les gros titres hurlaient au voyage de pouvoir du prince William et à Anne l'exécutrice au cœur de la guerre froide royale. Chaque article tordait l'incident de Windsor pour en faire une histoire de cruauté plutôt que de principe. Le public affamé de drame royal dévorait chaque mot. Les réseaux sociaux explosèrent de débats. Les commentateurs disséquaient chaque angle, la plupart sans comprendre les questions constitutionnelles plus profondes en jeu. Au sein du palais, le chaos régnait. Les courtisans seniors se démenaient pour gérer la crise, mais chaque tentative de limiter les dégâts semblait aggraver les choses. Lorsque le roi Charles publia une déclaration soigneusement formulée, appelant à l'unité et à la compassion, elle fut immédiatement interprétée par la presse comme une réprimande voilée envers son propre fils. Le titre qui suivit, Charles prend ses distances avec les actions de William, déclencha une nouvelle vague de spéculations sur les fractures au sein de la monarchie elle-même. Camilla, pendant ce temps, était positionnée par ses partisans comme la royale moderne, chaleureuse et incomprise,
luttant pour humaniser une institution piégée dans le passé. L'ironie était profonde. La femme autrefois vilipendée comme la destructrice de la pureté royale était maintenant refondue en son sauveur émotionnel. William choisit le silence comme stratégie, comprenant que s'engager directement ne ferait qu'alimenter le feu. Mais en privé, il préparait quelque chose de bien plus puissant qu'une réponse défensive. Il se préparait à se définir selon ses propres termes. La déclaration. Lorsque le prince William prit enfin la parole publiquement, ce ne fut pas sous la forme d'un communiqué de presse défensif ou d'une interview de contrôle des dommages. C'était une allocution télévisée formelle du genre réservée aux moments d'importance nationale. Assis aux côtés de la princesse Anne William, livra ce qui deviendrait l'un des discours déterminants de son futur règne. La monarchie ne repose pas sur le confort, mais sur l'engagement, commença-t-il sa voix stable et claire. Elle perdure non pas grâce aux relations personnelles, mais grâce à une responsabilité sacrée transmise de génération en génération par le sang et le devoir. Pour des millions de téléspectateurs, cela sonnait comme une défense émouvante de la tradition. Mais pour ceux à l'intérieur du palais, chaque mot était un message calculé. La couronne ne s'hérite pas par affection, poursuivit William, mais par la lignée, par le service, par l'endurance de ce né pour porter son poids. Il ne mentionna jamais Camilla. Il ne fit jamais référence à l'incident de Windsor. Il n'en avait pas besoin. Le message était limpide. À ses côtés, les hochements de tête subtils d'approbation de la princesse Anne en disaient long. Ce n'était pas un fils s'excusant d'avoir dépassé les bornes. C'était un futur roi définissant ses principes. L'expression « engagement envers la lignée » devint le point focal du débat national immédiat. Les traditionalistes saluèrent cela comme un retour aux valeurs appropriées. Les modernistes critiquèrent cela comme étant dépassé et excluant. Mais pour Camilla, regardant depuis Windsor, cela atterrit comme un poignard. Ce que le monde entendait comme de l'éloquence royale, elle l'entendait comme un exil permanent. Le discours confirmait sa pire crainte que peu importe son titre, peu importe ses années aux côtés du roi, sa famille resterait toujours périphérique, tolérée, mais jamais vraiment égale. La réaction du roi Charles fut révélatrice. Les observateurs notèrent la tension sur son visage alors que son fils parlait. La douleur d'un père coincé entre la loyauté du sang et l'amour pour sa femme était écrite sur son visage. Il réalisa à ce moment-là que le sens du destin de son fils avait dépassé sa propre prudence. William n'était plus simplement l'héritier. Il était devenu le porte-étendard d'une forme de monarchie plus ancienne et plus inflexible. Des sources proches de Camilla révélèrent qu'elle partit immédiatement après la diffusion, se retirant dans l'isolement. « C'est sa couronne maintenant », aurait-elle dit à un assistant. Il l'a clairement fait savoir. Le nouvel ordre. Dans les semaines qui suivirent l'allocution de William, la dynamique du palais s'installa dans une nouvelle configuration, une qui reconnaissait, même si elle ne l'admettait jamais publiquement, que le pouvoir avait changé de main. L'accord de St. James autrefois, un pacte secret entre William et Anne, était effectivement devenu une politique opérationnelle. Les listes d'invités pour les grands événements royaux passaient désormais par des niveaux supplémentaires d'examen. Les décisions concernant les titres et la reconnaissance officielle faisaient face à un examen sans précédent. Le roi Charles, reconnaissant la futilité de mener une bataille qui ne ferait qu'approfondir les divisions publiques, acquiesça discrètement à cette nouvelle réalité. Son règne serait défini non pas par la vision inclusive qu'il avait espérée, mais par un compromis avec des forces qu'il ne pouvait pas totalement contrôler. Camilla se retrouva dans une position impossible, reine consort, en titre mais contrainte en influence. Ses enfants continuèrent à maintenir une distance respectueuse des événements royaux les plus importants, une distance désormais imposée par des règles tacites mais comprises. La princesse Anne, quant à elle, assuma un rôle élargi en tant que ce que les initiés appelaient « gardienne du protocole », une position qui lui donnait une influence extraordinaire sur la direction de la monarchie sans nécessiter de titre formel ou de reconnaissance publique. Et William, il émergea du scandale non pas affaibli, mais renforcé. Oui, il fit face aux critiques. Oui, il fut traité de cruel et de sans cœur, mais il avait aussi démontré quelque chose de crucial, qu'il possédait la conviction et le courage de prendre des décisions difficiles pour la défense de principes. Pour ceux qui serviraient éventuellement sous son règne,
L'incident de Windsor devint un moment déterminant, la preuve que le futur roi William IV ne serait pas un monarque gouvernant par consensus ou popularité, mais par un engagement inflexible envers ce qu'il croyait que la monarchie devait être. La leçon était claire. Dans la maison Windsor, toutes les couronnes ne sont pas destinées à être partagées. Ce que cela signifie pour l'avenir. L'expulsion du banquet de Windsor ne concernait pas seulement une soirée ou une personne. Il s'agissait de la question fondamentale à laquelle toutes les monarchies modernes sont confrontées. Des institutions anciennes bâties sur des lignées peuvent-elles survivre à une époque qui valorise l'inclusivité? William et Anne répondirent à cette question par une déclaration retentissante. Oui, mais seulement si elles refusent de compromettre leur nature essentielle. Que cette vision puisse soutenir la monarchie à travers le XXIe siècle reste à voir. Mais une chose est certaine, l'avenir de la couronne britannique sera façonné non pas par ceux qui cherchent à la moderniser à tout prix, mais par ceux qui sont prêts à défendre son principe le plus controversé, mais fondateur que la légitimité royale ne découle pas du mariage ou de l'affection, mais d'une ligne de sang ininterrompue s'étendant à travers les siècles. L'incident de Windsor a révélé une vérité que le palais avait désespérément essayé de cacher. Sous le vernis de l'unité se cache une division fondamentale sur ce qu'est la monarchie et ce qu'elle devrait devenir. Et dans cette division, le prince William a choisi son camp. La question est maintenant de savoir si le public britannique et l'histoire elle-même jugeront ce choix comme une conviction courageuse ou une obstination tragique. Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine. Quand viendra le jour pour William de placer la couronne sur sa tête, il le fera non pas comme un roi qui a fait des compromis pour le confort, mais comme celui qui s'est battu à un grand coup personnel pour ce qu'il croyait être juste. Et que vous soyez d'accord avec lui ou non, ce genre de conviction est précisément ce qui définit un monarque. La monarchie ne sera plus jamais la même. Les lignes de bataille ont été tracées, et comme nous l'avons vu lorsque le prince William trace une ligne, même les rois doivent la respecter. Que pensez-vous de la prise de position audacieuse du prince William ? Était-ce un acte de courage ou de cruauté? Croyez-vous que la monarchie devrait privilégier la lignée sur l'inclusivité? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vous entendre. Si vous avez trouvé cette plongée au cœur du drame royal aussi fascinante que nous, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec tous ceux qui aiment les actualités royales et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre révélation royale explosive. Cliquez sur cette cloche de notification pour rester informé de tous les derniers secrets, scandales et jeux de pouvoir du palais. L'histoire royale est loin d'être terminée et nous serons là pour vous apporter chaque développement choquant. D'ici la prochaine fois, continuez à regarder, continuez à questionner et rappelez-vous, dans le monde de la royauté, rien n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît.